Si la franchise dont nous parlons chaque mois sur les ondes de ce podcast a le droit de faire des spin-offs, alors nous aussi, soyez les bienvenus à bord de l'Outrider pour ce nouveau format Raconte-moi Star Wars, dans lequel nos invités, qu'ils soient des artistes ou même d'anciens contrebandiers qui sont déjà venus à bord de ce podcast, ou même des artisans de la saga Star Wars et de son succès, vont tout nous dire sur leur amour d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et puisqu'il est la première personne avec qui j'ai pu partager ma passion pour Star Wars, il était normal pour Monsieur Raphaël Baird d'inaugurer ce format. Salut Raph. Hello. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va très très bien. La forme ? La grande forme sous le magnifique soleil nantais. Effectivement, je me suis déplacé, j'ai garé mon Outrider pour une session un petit peu intime au cœur d'une cantina, une cuisine que nous connaissons que trop bien, mais qui nous permet d'être dans ce mood nécessaire à une discussion un peu plus posée et un format un peu plus proche du coup de l'interview. J'espère que les gens l'auront compris en intro. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Parce que moi, je te connais très bien, puisque tu es l'un de mes meilleurs potes et sans doute l'un de ceux que je connais depuis le plus longtemps. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais en tant qu'individu, en tant que contrebandier ? En tant qu'individu, je dirais que je ne suis pas une belle personne, puisque en fait, je dis souvent à des gens que c'est des belles personnes, pas au sens de moquer d'eux, mais vraiment quand je les apprécie et tout. Moi, je dirais que je suis pas une belle personne. Pourquoi tu dis ça ? Parce T'es que un bad boy ? je suis un bad boy, voilà. Je serais plus du côté obscur de la force D'accord. que du côté clair, si je devais résumer ceci. Parce que je pense que je suis sans doute un peu trop cynique pour cette galaxie. Mais pour autant, je m'efforce d'apporter mon lot quotidien de côté clair dans la force, autant que possible. Et tu fais quoi dans la vie ? Qu'est-ce qui te passionne au-delà de Star Wars qui nous réunit aujourd'hui ? Au-delà de Star Wars, je vais citer ma bio Twitter, parce vas-y. qu'elle me décrit pas mal. Eh ben, C'est-à-dire vas-y. que T'as une bonne bio Twitter, ça. Ouais, j'aime bien Corey Taylor, donc le chanteur de Slipknot. J'aime bien les petites figurines en plastique à peindre soi-même, c'est-à-dire l'univers de Warhammer. Mais ça, le chef de Outrider le connaît bien aussi. Exact. Et je n'aime pas les gens de droite. Ah bon. Donc, tu poses comme ça les pieds dans le plat pour Star Wars est-il de gauche ce premier épisode. Moi, j'ai bien écouté, j'ai bien appris ma leçon et voilà. Donc cette biographie Twitter me décrit bien et je pense que ça donne une bonne idée du personnage. J'aime beaucoup les univers de l'imaginaire en général et j'aime peu les gens qui font passer le profit avant eux-mêmes. Très bien. Écoute, c'est une bonne manière de se présenter, alors pourquoi pas. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert Star Wars ? Je pense que c'est une question à laquelle tu as peut-être déjà répondu à bord de l'Outrider. Alors, il me parce semble que c'est une ouais. question qu'on pose généralement aux gens quand ils arrivent pour la première fois à bord du vaisseau. Mais cette fois, tu peux prendre un peu plus ton temps et puis rentrer dans les détails, sachant qu'on a une histoire en commun autour de notre découverte de Star Wars, et on pourra embrayer là-dessus si tu veux. Ça marche. En fait, comment j'ai découvert Star Wars ? La toute première fois, je m'en rappelle très très bien, puisque j'ai découvert Star Wars avec l'Empire contre-attaque, donc le 5e volet de la saga, que mon papa avait enregistré sur une VHS. Et pourquoi j'ai pu voir cette VHS ? Tout simplement parce qu'à l'époque, je devais avoir 6 ans, 5 ans, je sais plus, 5-6 ans. À l'époque, j'étais extrêmement fan de 2 VHS qu'on avait chez mes parents, qui étaient La Guerre des Boutons d'une part et Le Roi et l'Oiseau d'autre part, qui étaient les 2 VHS que je saignais, que littéralement je les regardais que ça. Et en fait, j'ai abîmé les VHS, puisque pour les plus jeunes auditeurs, les VHS, l'ancêtre des DVD et des Blu-ray, eh bien, quand on les regardait trop, elles s'abîmaient, la bande sautait et l'image, des fois, était sujette à distorsion, le son, etc. Et donc, à force d'abîmer ces VHS, mon père, un jour, a dit bon, faut qu'on trouve un autre film à te montrer, quelque chose d'autre. Et un soir, la trilogie Star Wars était passée, je crois que c'était sur M6 ou TF1, et mon père les a enregistrés. Sauf qu'il avait oublié de programmer l'enregistrement pour Un Nouvel Espoir. Et donc je n'avais que le 5 et le 6 à ma disposition. Et donc mon père, désolé, m'a donné à regarder l'Empire contre-attaque en premier. Mais comme tous les vrais, parce que moi aussi j'ai commencé par l'Empire contre-attaque. Et du coup, alors j'ai adoré bien entendu, mais je n'ai vu, pour l'anecdote, je n'ai vu Un Nouvel Espoir que presque 6 mois après ça.
et où du coup il me manquait toute une partie de l'histoire sur la genèse de la famille Skywalker que j'avais pas, et j'étais complètement je me souviens quand j'ai découvert l'épisode 4, j'étais ah ouais mais c'est comme ça en fait que... Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans l'Empire contre-attaque, si t'as encore des souvenirs de gamin, parce que alors, tu dis que ça t'a plu immédiatement, ouais, tu retiens quoi en fait? Je retiens Hot, je retiens le Snow Speeder. Ah ouais, ok. Qui est fun fact une des premières figurines Star Wars Hasbro à l'époque qui faisait des kits plastiques, etc. Il sortait des gros véhicules, et le Snow Speeder qui était un de mes premiers kits. Et du coup j'ai retenu le Snow Speeder. J'adorais le design de ce vaisseau, je l'adore toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai retenu la scène où Anne étripe le Tauntaun pour foutre le Skywalker dedans, parce que j'étais genre what, comme nous tous. Qu'est-ce qu'il se passe? Et j'ai aussi adoré la mise en congélation carbonique de Han Solo, Yann Solo même, puisque c'était l'ancienne VF, et parce que je me souviens que je trouvais ça trop cool, le concept de congélation carbonique, parce que j'étais genre, waouh, c'est trop bien, c'est la technologie et tout. Même si je comprenais pas trop les tenants et les aboutissants du truc, j'aimais beaucoup. Et puis après, en plus, j'ai embrayé sur le Retour du Jedi, où là, c'était très kids-friendly, puisque les Ewoks, j'adorais ça aussi. Et c'est toujours ton film Star Wars préféré? C'est toujours mon Star Wars préféré. Le Retour du Jedi, donc. Le Retour du Jedi. Ok. Même si maintenant, je le mets presque en compète avec The Last Jedi, mais à chaque fois que je revois le Retour du Jedi, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe on devant fera ce film. peut-être un jour un épisode spécial pour un anniversaire du Retour du Jedi. Ah ouais, parce que... Il est sorti quoi en 83, donc il faut qu'on surveille les... 2023 les années, voilà, c'est ça, 2023. 2023 Vous l'avez entendu ici en premier. Et est-ce que c'est le moment où on parle un peu de notre découverte mutuelle, commune, je sais pas trop comment dire ça. Le moment où on s'est rencontrés, ça fait vraiment très, très love. On va générer tout un tas de fanfiction sur les internets, mais est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens très bien. J'aimerais bien savoir, c'est un truc dont je pense on s'en souvient très bien tous les deux, mais on n'a pas forcément l'habitude de se le rejeter à la figure, parce que n'étant pas un couple, les gens ne nous demandent pas forcément comment on s'est rencontrés. Mais alors, comment on s'est rencontrés, quand même? Alors, on s'est rencontrés en CE2. C'est ça. Parce qu'à l'époque, on habitait dans la même ville. C'était d'ailleurs la seule et unique année où nous avons habité dans la même ville, malgré toute cette distance en années qui nous sépare. Et nous étions donc dans la même classe. Et je me souviens qu'on devait faire du dessin. Exact. Alors je sais plus pourquoi, mais on devait faire du dessin. Il me semblait que c'était une après-midi un peu branlos, ouais, où on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Donc ça. Du coup, nous, on dessinait. Peut-être une grève des enseignants. Peut-être, voilà. On en revient. et je me souviens que je sais plus, j'ai dû dessiner quelque chose comme un droïde de combat, ou un pod, ou parce que l'épisode... Alors pour l'anecdote, l'épisode 1 venait tout juste de sortir. Hein. Donc nous, on était dans la frénésie Star Wars de la prélogie Donc on était en 1999. Et voilà, et on était fous, hein, les fans de Star Wars on avait 8 ans à l'époque, donc on était complètement fous parce que c'était renouveau Star Wars, etc. Donc moi je dessinais du Star Wars partout, j'achetais du Star Wars, j'achetais des Lego Star Wars, des figurines, des céréales Kellogg's avec des cadeaux Star Wars dedans. Très lourd. Bref. Avec les cuillères qui changent de couleur. Et du coup, je dessinais des dessins Star Wars, et je sais que t'es venu me dire Star Wars. Ah, mais je connais. J'aime bien ça. J'aime bien. Être mon ami. C'est ça. Et après, on a commencé à dessiner des trucs Star Wars ensemble, et je sais qu'après, on a dû passer du temps l'un chez l'autre. Et je me souviens que je suis venu chez toi à l'époque, t'habitais dans cette énorme tour là, de HLM. Et t'avais des Lego Star Wars épisode 1, et on avait dit non seulement on est fans de Star Wars tous les deux, mais on est fans de Lego tous les deux, quoi. Il y avait un double fandom. Et là, c'était le début de la fin. Une double appartenance. Tu te souviens aussi quand je vais me permettre de toute façon dans ces épisodes de Raconte-moi Star Wars d'aller dans des petits détails, mais il me semble qu'on était dans cette espèce de cour de récré, et je sais plus pourquoi il y avait une sorte de tuyau, tu sais, un peu mou, qui traversait la cour c'était de la flotte qui était rejetée dans une rivière. Dans la bruche qui est juste derrière. Et du coup, c'était pas enterré, et donc c'était un tuyau qui était mou, un peu comme une sorte de gros, je sais pas, de gros matelas pneumatique, pas pneumatique, mais du coup fourré à l'eau. Et je me souviens qu'on s'amusait beaucoup à aller sur ce truc-là alors qu'on n'avait pas le droit. Et je sais pas pourquoi on parlait à chaque fois. C'était le truc qui déclenchait en mode les acrobaties à la Star Wars et genre de la trucs. Jedi. Voilà, exactement. Parce qu'on était dans l'époque la menace fantôme, mais c'était le truc le plus fou du moment. Surtout, Duel of the Fates.
Voilà. venait tout juste d'apparaître devant nos yeux. Donc, Mais après, en plus, on fait partie de cette génération assez étrange qui a découvert la trilogie originale, soit à la télé, puis l'a revue dans les salles quand même l'édition via spéciale. l'édition spéciale, donc dans la fin des années 90, 97, 97, 18. parce que j'avais le coffret édition ouais. spéciale avec la tête de Dark Vador sur la tranche. Ouais, franchement très très lourd. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Star Wars pendant nos jeunes années. Et du coup, je voulais savoir si toi, maintenant, tu tombais sur quelqu'un, par exemple, un petit genou comme ton filleul, mettons qu'ils ne connaissent pas du tout Star Wars, comment tu lui présenterais Pour en le fait? moment, il ne connaît pas encore Star Wars. Okay. Enfin, mais c'est il y a difficile été de vivre exposé dans un monde- visuellement, Ouais, voilà, mais c'est ça. voilà, pas... Mettons qu'ils viennent vraiment d'un monde où ça n'existe pas du tout et que tu te retrouves à lui présenter. Ah, c'est pas évident, parce que en plus, pour la petite anecdote, j'en ai déjà parlé avec mon beau-frère, donc avec son père. On a déjà parlé de Star Wars, on a déjà dit, on s'est déjà posé la question en fait Quel ordre de comment introduire ça et de est-ce que ça va être introduit ou est-ce que on va laisser faire les choses comme nous, ça a été fait plus ou moins naturellement, tu vois. C'est vrai. Et parce que t'as pas envie forcément de forcer tu veux forcer un enfant et si imaginons que il ou elle ne soit pas par exemple que ça peut aussi arriver que ça floppe et que ce ne soit pas du tout un intérêt, tu vois, et tu vas pas non plus imposer tes passions à ton enfant, mais c'est vrai que si je pouvais, je pense que j'essaierais d'aborder... En fait, le truc, c'est que maintenant, avec Star Wars, ça a été décliné dans tellement de supports et tellement de médiums que tu as forcément des moyens kids-friendly d'apporter Star Wars aux plus jeunes, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Je veux dire, nous, on a commencé par les films qui étaient pour toutes les tranches d'âge confondues, tu n'avais pas le choix. Et le merch, qui existait déjà à l'époque, on s'y retrouvait un peu dans les figurines et les Lego, mais je veux dire, c'était pas aussi développé que maintenant. Non, c'est sûr. Et t'avais pas de peluche Star Wars ou de trucs comme ça, tu vois. Là, un gamin, tu peux lui filer... de toute façon, qui voudrait d'une peluche Jar Jar Binks? Voilà. Il est pas assez mignon. Personne. Non, mais maintenant, un gamin, tu peux lui donner une peluche Porg. Et même pas en lui disant que c'est Star Wars, si tu veux, tu vois, tu lui files une peluche Porg, il le trouve mignon, et quand il grandit, tu lui dis, bah tu sais ta peluche de nanana, bah en fait c'était un Porg et ça vient de l'univers de Star Wars. Ah, tu connais pas, bah attends, je vais te montrer. Tu peux commencer par Rebels ou une série un peu ou Résistance, un truc un peu plus kids friendly, et après quand il est chaud ou qu'elle est motivée, bah Mais si tu dois décrire à cette personne, c'est quoi Star Wars? Par exemple, il vient de voir, il dit tonton, j'ai entendu un truc, on m'a parlé de Star Wars, mais c'est quoi en fait? C'est une grande saga. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu lui racontes l'univers ou est-ce que tu lui racontes notre univers? C'est-à-dire, c'est un truc qui a beaucoup je pense que je ferais un mix des deux. Dans le cinéma. Ouais. Je pense que je lui raconterais vraiment les choses. Je pense que j'aborderais vraiment l'angle de c'est une énorme saga, ça couvre plein de choses, ça a beaucoup marqué ton tonton pour plein de raisons, et voilà, et je pense que j'essaierai de voir si tu vois, je lui parlerai un petit peu de l'univers, des extraterrestres, des protagonistes principaux, peut-être des méchants, même si bon, mon neveu étant un petit peu trouillard, je pense que je rentrerai pas trop là-dedans, mais voilà, j'essaierai de voir avec lui si ça déclenche des petits tilts, tu vois, et si jamais il y a des petits tilts, lui dire écoute, en plus il connaît Disney par exemple, tu vois, donc c'est déjà une première approche aussi de lui dire tu sais, les dessins animés Disney que tu regardes, Disney c'est aussi une saga de films, Star Wars, une belle saga. De toute façon, je sais pas pourquoi on se posait cette question. D'ici 10 ans, les gamins auront Disney Plus directement intégré dans leur cerveau, ils cliqueront et ils verront Star Wars. Mais du coup, toi, ton rapport à Star Wars, à quoi il ressemble aujourd'hui en fait? Comment tu vis ton amour de Star Wars? Est-ce que tu collectionnes des trucs? Est-ce que tu vas juste voir les films? Est-ce que tu as pris de la distance avec l'âge? Est-ce que tu es revenu avec le rachat de Disney? Tout genre de réflexion qu'on peut avoir quand on est fan en 2020. En fait, moi, mon rapport à Star Wars, il a changé. Il a évolué. Je suis toujours un énorme fan, puisque je vais toujours voir les films plusieurs fois. Je me tiens toujours au courant de l'actu. Je regarde les produits dérivés. Et puis, te fréquentant assidûment, je ne peux de toute façon pas échapper à Star Wars. Mais bref, et je tanne ma copine pour lui parler de Star Wars, parce qu'elle, étant une néophyte dans l'univers, j'essaie toujours d'en parler. Mais c'est vrai que par rapport aux fans de Star Wars que j'étais quand j'avais 8 ans,
j'ai pas mal changé. À l'époque, 20 ans se sont passés quand même. ouais, 20 ans se sont passés. Et 2 trilogies. Et 2 trilogies et d'autres intérêts et univers se sont développés aussi depuis. Je veux dire, c'est pas comme si aujourd'hui on n'y avait que Star Wars, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais Je dirais heureusement, parce que heureusement, malheureusement, je pense que de nos jours, et on en parlait juste avant en off en parlant de Warhammer, mais c'est que on n'a plus le temps de s'ouvrir à d'autres trucs Voilà. ou de revenir en arrière. C'est-à-dire que, je sais pas, aujourd'hui, t'es ado, tu commences le Marvel Cinematic Universe, et si tu t'y investis à 100%, je pense qu'il te reste pas de temps pour redécouvrir une saga, Non. même une saga comme Star si Wars. tu commences à lire les comics, les machins, voilà. t'as jamais fini. Mais c'est ça. Et du coup, en fait, ouais, mon rapport avec la saga, en fait, maintenant, il est toujours empreint d'un amour très fort. Même quand Rise of Skywalker arrive, par exemple. Mais, On en reparlera plus tard si tu veux. Mais voilà, j'ai réussi à prendre aussi de la distance avec la saga où maintenant, et on en parlait aussi en off avant, vis-à-vis du fandom notamment, où je me sens plus vraiment partie du fandom. C'est-à-dire que je suis fan de la saga, mais je ne suis pas dans le fandom qui respire Star Wars, pense Star Wars, et que dès qu'il se passe un truc dans l'univers Star Wars, se sent obligé de commenter, réagir, faire une vidéo, n'importe quoi. Mais tu penses que t'as fait partie de ce fandom qui vit Star Wars, qui mange Star Wars, qui dort Star Wars, ou c'est juste ça t'a jamais vraiment intéressé d'être à ce point dedans? Je pense que j'en ai fait partie, mais très rapidement, très sommairement, et après un autre fandom est arrivé. Et tu saurais dire vers quelle époque? Je pense que ça devait être au collège. Ouais. Je pense que jusqu'au collège, en fait, j'étais vraiment ultra fan. Et en arrivant au collège, j'ai découvert d'autres univers. Et d'autres sagas aussi sont arrivées au cinéma à ce moment-là, puisque c'était le moment de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, par exemple. Matrix aussi, Matrix quand on aussi. était au collège. En fait, moi, et pour la petite anecdote, avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours été un peu plus fantasy que science-fiction. Et du coup, en fait, à ce moment-là, voilà, il y a plein. Star Wars, c'est de la space fantasy. Oh, c'est un western Star Wars, je crois. C'est ça. Et en fait, voilà, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et du coup, la porte Star Wars, je l'ai jamais refermée, mais je l'ai juste. Voilà, j'ai pris de la distance à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, je suis fan de Star Wars, mais j'ai envie de découvrir aussi d'autres choses. Et je vais me calmer. Enfin, je vais redescendre un peu dans le. En plus, c'était cette période où la prélogie était terminée, où on ne savait pas du tout qu'on allait avoir une nouvelle trilogie avant fort longtemps. Donc Star Wars était mort, façon de parler. Ouais. Et je veux dire, même les séries animées type Clone Wars et tout ça n'existaient pas du tout. Et où, en fait, Star Wars était dans une espèce de vide créatif où il se passait plus grand chose en termes d'actualité. Ça me fait embrayer sur une question, mais t'étais triste quand Star Wars s'est arrêté en 2005 avec La Revanche des Sith, parce que on savait qu'il y avait une série en live action, si on lisait déjà par exemple, moi à l'époque, Lucasfilm Magazine, qu'il y allait avoir un 4e Indiana Jones, qu'il y avait sans doute une série d'animation qui débarquerait à un moment ou à un autre. Ça m'a pas empêché, en quittant le cinéma, j'habitais en Corrèze à l'époque, de pleurer sur le retour, quoi. Moi, j'ai vraiment pleuré, quoi. Moi, je pense que j'avais aussi versé ma petite larme à l'époque, parce que vraiment, j'étais... Je me souviens de mon visionnage de La Revanche des Sith, et je sais que j'étais avec mon père, et que, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers, c'était donc justice que j'allais le voir avec lui. Et après, je crois qu'on l'avait revu ensemble, toi et moi aussi. C'est fort possible, mais... Et je sais que je l'avais vu avec lui, et je lui avais dit ah bah non, c'est fini et tout. Il était genre... Et lui, ça l'a touché moins. Hein. Et pourtant, lui, c'était un fan de Star Wars de la première génération. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, d'abord, j'ai pas tout de suite tilté. Et c'est vrai que en rentrant et tout, et une fois arrivé chez moi, je me suis dit ah ouais, mais en fait, c'était le dernier Star Wars, parce que maintenant, la trilogie, enfin la boucle Skywalker est bouclée, on sait comment Anakin est devenu Dark Vador. Ah merde. J'étais un peu... Un manque s'est installé. Un manque s'est installé, et une petite tristesse aussi en me disant, ah ouais, au moins j'aurais... Après, je me suis très rapidement dit, au moins j'aurais toujours les Lego, les figurines, les trucs que j'avais à l'époque, les 10 000 produits dérivés que j'avais dans ma chambre. À l'époque, je me disais, au moins j'aurais toujours ça. Et je pourrais toujours inventer du Star Wars dans mon esprit. Ok. Tu vois c'est intéressant. Mais du coup, ta passion pour Star Wars, elle passe pas mal par les produits dérivés, d'après ce que je comprends. Ok. Ouais. Après, je pense que c'est une question... Je dis pas ça de manière méchante. Je pense que c'est une question générationnelle aussi. Je pense que beaucoup de gens de ma génération, et toi y compris, on a canalisé pas mal notre passion de Star Wars dans les produits dérivés.
Mais on en parlait dans l'épisode d'Outrider numéroté, alors je sais plus c'est lequel. Sur les Lego. Ouais, sur les Lego. Et je pense que le croisement, en fait, comme tu disais, de cet amour pour les Lego et Star Wars a généré chez nous aussi cette idée qu'on pouvait faire nos Star Wars. Ouais, c'est ça. Et que du coup, quand Star Wars s'est terminé en 2005, on avait peut-être moins le seum que d'autres. Bah, En tout cas, moins le seum que des adultes, peut-être. Ouais. Qui, eux, se rendaient peut-être compte que ça y est, c'était fini et qu'il fallait passer à autre chose. C'est ça. Et en plus, avec Hollywood à l'époque, c'est super. Putain, j'ai l'impression de faire une réflexion de vieux con, mais Hollywood à l'époque fonctionnait. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans, mais c'était tellement pas la même chose. Ouais, parce on le vivait pas pareil, quoi. Même je Star Wars, pense que les c'était adultes, indépendant, même je pense que les adultes de l'époque le vivaient pas non plus pareil, c'est dans le sens où maintenant une saga termine, t'es sûr que ça se termine jamais, ou presque jamais. On vit dans l'ère des franchises immortelles. C'est ça, alors que je pense qu'à l'époque, même les gens qui ont l'âge qu'on a maintenant devaient se dire ah ouais, c'est fini quoi. Vraiment, ils devaient plus se dire ils allaient jamais imaginer qu'un studio comme Disney allait racheter la franchise et aller tu vois, jamais ça leur serait venu à l'esprit, je pense. Et c'est assez marrant parce que du coup, tu parlais des autres franchises de l'époque et Matrix, c'était encore Il était pas il devait être fini, mais ça venait de finir. Ouais, mais c'est aussi dans les années 2000. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, on s'est dit il y a 3 films, il y aura jamais de suite, et il y en a une en développement là à l'heure où on parle. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est revenu entre temps avec le Hobbit. Il y a The Hobbit et maintenant la série Amazon. C'est ça. Donc au final, voilà, on est rentré dans cette ère, c'est sûr, on a passé un cap là-dessus. Mais au-delà du coup de la façon dont ton amour pour Star Wars s'exprime, je voulais savoir ce que Star Wars t'avait éventuellement appris, ou est-ce que si ça t'avait peut-être aidé à des moments précis de ta vie, parce que parfois on se dit ouais, ça m'a appris un certain nombre de valeurs, mais c'est un certain nombre de valeurs par rapport aussi au contexte qui t'entoure, parce que je pense qu'on change, là on rentre dans un débat plus sociologique, mais je pense que notre système de valeurs change aussi pas mal au fur et à mesure des années et de nos expériences, mais bref, tout ce que tu pourrais me dire, je suis désolé d'expliciter pas mal les questions vu que c'est le premier, mais voilà, tout ce que tu peux me dire par rapport à ça, l'aspect un peu didactique ou développement personnel de Star Wars, quoi. Ouais, c'est sûr que une œuvre comme Star Wars, elle a eu beaucoup d'impact sur mon développement, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la plupart de cet impact, je ne le mesure que depuis récemment, parce que ton introspection, tu l'as fait surtout quand tu grandis, tu la fais pas trop quand t'es jeune, un peu quand t'es ado, quand t'as des petites voilà. Mais t'as jamais eu quand t'étais ado ou même enfant des situations où moi je sais que j'ai du mal avec tu vois par exemple l'injustice à l'école. Oui, l'injustice, ouais. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans Star Wars quand il se passait un truc vraiment dégueulasse, et tu vois, quand embarquait mon meilleur pote en perme, pas pour le mettre dans la carbonite, mais je vivais cette espèce de truc. J'étais ramené en fait à la saga. Moi, c'était plus, je pense, que c'était aussi l'injustice, mais pas de cette façon-là. Tu vois, moi, c'était plus, par exemple, je sais que petit, la fameuse scène du Retour du Jedi avec les Ewoks qui meurent. Rappelle-toi de cette scène. Horrible. La scène de la catapulte qui se fait. Et ben, cette scène, je sais qu'elle m'avait marqué et qu'elle m'avait. Genre, j'étais vraiment. Je me posais vraiment cette question. Enfin, ça a provoqué des choses chez moi où je me suis dit waouh, il y a des gens qui sont capables de tuer des trucs mignons sans défense, tu vois, ou des gosses. Enfin, sans défense. Gratuitement, en dommages collatéraux. Et ça, c'est un truc qui est resté petit à petit, où tu vois, je me suis dit, waouh, en fait, il y a plein de gens qui en ont rien à foutre des plus petits, des plus faibles, etc., et qui n'hésitent pas à les écraser. C'est comme dans Star Wars. Sauf que dans la réalité, on n'a pas des rebelles ou des Jedi pour sauver le... Des rebelles, on en a peut-être un peu plus que des Jedi. Oui, mais à l'époque, tu vois, quand j'étais gosse, je le voyais pas, ça, tu vois. Quand t'es gosse, tout ce que tu vois, c'est t'es dans la cour de récré, tu vois les gens plus faibles, les minorités, par exemple, se faire bolosser par les mecs qui font 3 têtes de haut de plus qu'eux. Et toi, t'es là, genre, bah, c'est moche, quoi. Mais il n'y a pas de Jedi ou de rebelles pour s'élever d'un bloc et faire non, nous on en a marre, on va vous renverser. Non, ça, il n'y a pas en fait. Il y a juste le bolossage. Il y a juste le côté First Order. Il n'y a pas le côté Alliance Rebelle. Donc la mort des Ewoks sur Endor, ça t'a marqué? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont appris je sais pas, qui ont fait office de prise de conscience ou qui t'ont inculqué certaines valeurs? Ouais, c'était un peu plus tard, mais la trop grande fierté d'Anakin. Ça aussi, ça m'a bien appris que ceux qui ont trop confiance en eux, ils descendent assez rapidement. Parce que clairement, j'identifiais beaucoup de personnes de mon entourage, certaines personnes de mon entourage
au comportement d'Anakin au sein de la prélogie, et où je me disais, mais toi, tu vas tellement finir en... Enfin, tu sais, c'est tous ces gens qui sont persuadés d'être les meilleurs dans leur partie et qui te le font bien savoir et qui finissent souvent, pas tout le temps, par tomber, quoi. Et que quand t'es là pour assister à leur chute, ça n'en est que plus jouissif. Ouais. Et ça, je me disais, ça, c'était vraiment quelque chose où le manque de discernement. Ouais, non, je cherche l'adjectif, mais le fait que Anakin n'était pas humble, quoi. Ouais. D'humilité. Voilà, merci. Le manque d'humilité d'Anakin, ça, c'est quelque chose qui a aussi pas mal résonné en moi, quoi. Le fait que, en plus, il était confronté à des mentors qui étaient bien plus sages que lui et qu'il était pas capable de les écouter, quoi. Et ça me fumait. En revoyant tous les films en préparation de The Rise of Skywalker, il y a un moment qui rentre un peu dans ce que tu dis, que j'avais un peu sorti de ma mémoire, qui est dans La Revanche des Sith, que j'ai revu à la hausse, mais où tu sais, Obi-Wan part en mission sur Utapau, Oui. et Anakin lui dit je m'excuse pour mon comportement et d'avoir trahi votre confiance et tout. Après à peu près 1h30 de film où il a été exécrable, et c'est la seule fois où j'ai l'impression qu'il y a une vraie complicité entre les deux et que tu sens qu'il est au bord de la chute, parce que cette humilité, elle arrive déjà trop tard. Oui, parce que Palpatine lui a déjà fait son reveal, je crois, à ce moment-là. Non, c'est juste avant. Enfin, c'est juste avant, ouais. Ouais, c'est juste. Ah oui, il y va juste après, en fait. Et ensuite, lui. Mais mais il a déjà eu la scène où il est à l'opéra Mon Calamari avec Palpatine, donc en fait, il se questionne déjà, en fait. Ouais, c'est ça. C'est genre l'espèce de seconde chance réprimée, quoi, où il se dit, il reach out, comme on dit, tu vois, et au final, ouais, c'est vrai que c'est la seule moment un peu de vraie camaraderie, en fait, entre les deux. Sauf si t'as vu Clone Wars, quoi. Oui, bien sûr, qui insiste pas mal là-dessus. Mais c'est vrai que dans les films, en tout cas, ça manque à fond, parce que t'as la scène de l'ascenseur de l'attaque des clones, ouais, où ils se font leurs petites blagues et où il dit détends-toi et tout. Là, tu sens un peu une complicité. Et après, par contre, c'est mort jusqu'à cette scène. Ils sont très scène. vite séparés, en fait, aussi dans le 2. Enfin, pas très vite, mais ils passent beaucoup de temps dans des endroits différents, en fait. Mais après, c'est aussi deux personnages bien distincts. Et moi, j'aurais aimé plus de choses là-dessus, mais Clone Wars me l'a offert. La bromance, nous on veut la bromance. C'est ça. Il y a d'autres idées qui deviennent, ou je passe à une autre question? Non, après, comme dit, les autres trucs, c'est des trucs plus adultes. Ouais, c'est ça. En fait, les autres trucs, c'est des choses dont je me rends compte maintenant, ou que je me suis rendu compte assez récemment dans les quelques années actuelles, où je me suis dit, c'est fou, en fait, où maintenant je décortique Star Wars, tu vois, où maintenant je suis à l'étape où j'analyse le film de manière psychologique, alors que quand j'étais jeune et que je voyais le film, je le décortiquais pas, je le voyais, je prenais mon pied et c'est tout, tu vois, j'allais pas chercher la signification des scènes et les messages, etc. Mais est-ce que ça t'empêche de prendre ton pied aujourd'hui ou pas? J'imagine que ça dépend de la qualité des films. Ça dépend franchement la qualité des films, mais ça c'est un débat, je pense, qui est insoluble. Okay, donc reviens sur. Je pense que c'est une. Ouais, voilà. Mais non, ouais, c'est sûr que maintenant, avec le recul, il y a plein de choses où je me dis, en fait, je m'en rendais pas forcément compte, mais telle chose véhiculée, tel message véhiculé par Star Wars a eu un impact sur moi. Tu penses que, puisque tu as mis les deux pieds, je me permets de te couper, puisque tu as mis les deux pieds dans le plat, même deux plats en commençant, mais tu penses que Star Wars, ça a joué pour beaucoup dans ta politisation notamment? Ah ouais. Ok. Ah ouais. Tu saurais te dire en quoi ou... Après, c'est comme ce que tu disais, c'est notamment l'injustice, le fait de voir une minorité s'allier, s'unir et se dresser contre l'oppresseur. Quand t'es bombardé d'images comme ça, de manière, comme dit, inconsciente, quand t'es jeune, forcément, attends. Genre, je casse le premier social justice warrior de l'histoire du cinéma de franchise. Franchement, c'est vraiment ça, les rebelles contre l'Empire. Après, quand t'es plus jeune, et surtout vu le programme de l'école primaire, t'identifies beaucoup ça à la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est forcément un parallèle que tu dresses instinctivement, puisque tu recherches tes repères historiques et tu fais tes connexions logiques, et oh là là, c'est ça qui tombe. Mais en fait, au final, tu te dis, en grandissant, que ça va plus loin que ça, quoi. C'est vraiment les opprimés, la minorité, donc qui aujourd'hui pourrait s'appliquer à beaucoup de gens, et se dressent d'un bloc face à l'oppresseur qui, encore une fois, aujourd'hui pourrait symboliser plein de gens. Et voilà, c'est sûr que ça a, je pense, participé à ma politisation et à mon engagement et la façon dont je vois les choses.
Et Parce qu'on voit dans les manifs féministes notamment la figure de Leia ou ah ouais. enfin c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau spécialement pour Non, cet non, non. épisode. Et puis, ouais, demander à des concernés leur avis sur le costume Slave Leia, etc. Voilà. Vous allez voir que ça va déclencher des choses. Ou le personnage de Rey en lui-même, Mhm. et ce qu'il représente est déjà un énorme. Ouais, pas en avant. Une figure de proue voilà, de l'industrie hollywoodienne. Mais voilà, ouais, c'est sûr que ça y participe, ça y a participé. Je pense que ça y participe plus par contre, parce qu'au vu de ce qu'on a vu dans The Rise of Skywalker, Ouais, ça t'a déçu? bah, ça m'a déçu. Puis surtout, j'ai l'impression que le virage militant slash partisan, il a complètement, il a été Il est perdu en cours de route. diffusé, il a explosé en vol, tu vois. Il est assez- et c'est La assez- c'est vitesse assez- lumière lui a fait du mal, quoi. Ouais, effectivement. Ils ont fait une manœuvre au dos qui est pas Ah, passée. et c'est pas passé. C'est- Ok. Et j'avais justement comme question, est-ce qu'il y a eu un moment où t'étais, enfin, tu vois, genre un peu tétanisé par la joie ou la tristesse en fait devant un truc Star Wars ou même une nouvelle Star Wars? Je sais qu'il y a pour beaucoup de gens l'annonce du rachat par exemple par Oui. Disney avait vraiment fait flipper beaucoup de gens ou au contraire avait mis en joie beaucoup de gens. Donc je sais pas si toi t'as des exemples. Après The Rise of Skywalker peut en être un. Moi je sais que Non. j'avais vraiment le cœur fendu après ma première je séance. je me souviens. Oui. Non, en fait, je pense que c'est assez récent ce moment-là, mais il y a eu un moment, c'est l'annonce d'abord de Star Wars 7, Mhm. parce que je me souviens très très bien de l'annonce officielle quand on a eu tous les feux verts. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs que toi et moi on en a parlé pendant un bout Bien de trop de temps. mais qu'on était genre une hype incroyable. Et après, il y a eu ce premier trailer. Et ce trailer, mon gars, je m'en souviens. Alors tu parles du premier trailer De Star ou Wars tu parles 7. du tout premier teaser qui dure 30 secondes? Non, le teaser où on voyait juste Finn sortir du. Ouais, enfin, tu parles non, de ça? Non, le trailer. Trailer donc avec la musique, les gros Voilà. tambours et tout. Ce trailer où Ouais. j'étais en larmes, mais Il est ça ne exceptionnel. s'arrêtait plus. J'ai encore C'était, regardé hier pour répondre à notre ami César Bastos de Hommage Collatéral et qui doit nous écouter et qui faisait un thread Twitter sur les trailers les qui avaient trailers. marqué un peu Ouais. nos vies, quoi. Qui Ouais. parfois sont presque mieux que le mieux résultat, que le résultat escompté. final, quoi. Et Donc, c'est vrai que celui-là en fait partie, quoi. Ouais, non, c'est celui-là, quand il a été en ligne, je me souviens très très bien. En fait, j'étais chez une ex de l'époque dans son salon. Et elle était allée au boulot. Mhm. Moi, je lui avais dit aujourd'hui c'est le trailer de Star Wars, donc Je ne bouge pas du je t'annonce tout de suite, c'est la fin, quoi. Et le trailer est arrivé. Je me suis mis dans le salon, je l'ai mis sur l'ordi. J'étais, j'ai mis enfin le truc est fini. Je suis resté 5 minutes. J'ai les larmes qui coulaient. Je buguais, quoi. J'étais genre putain, c'est Star Wars, les gars. Star Wars. Putain, Star Wars, putain, quoi. Genre, waouh. Et après, après, je l'ai revu. Et puis, je mettais pause et tout, machin. Mais, enfin, ce plan avec, tu sais, le It's True, All of It et tout. Oh là là. Ouais, mais- exceptionnel. Ah, mais moi, j'en pouvais plus. J'étais genre, la flamme se rallumait, tu vois. La Ouais. flamme qui avait pas été éteinte, mais qui était bien diminuée. Là, d'un coup, bam, brasier, quoi. C'était. Mais il est hyper bien monté, Non, la mais musique est il fonctionne exceptionnelle. de ouf, et les plans sont dingues, le montage est dingue, le dynamisme est dingue. Ouais, l'espèce de. Je suis pas sûr que ce soit. Si, il me semble que c'est comme ça dans le film. Je sais pas s'ils ont beaucoup altéré l'image, mais l'espèce de check de Finn et Poe, Ouais, genre mais devant oui. les X-Wing, il est exceptionnel. Et quoi. le plan où t'as Kylo qui se retourne pour arrêter le laser, où là tu Mhm. sais pas qu'il arrête le laser dans le trailer, mais où il se Ouais. retourne juste comme ça, et t'es là genre, what? Donnez-moi ça, mais tous les jours, quoi. Et c'est vrai que. Et rien que ça symbolisait le retour de Star Wars en grâce, avec JJ qui à l'époque n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein. Mhm. Voilà. Mais à l'époque. Tu lui en veux? Un petit peu, ouais. Ouais. Surtout avec ses dernières déclarations. Mais, Ouais. mais disons, voilà, à l'époque, JJ, c'était Star Trek, c'était Super 8, donc, c'était Lost. C'était une Mission Impossible sacrée... 3. Ouais, Mission Impossible 3, c'était une... Non, c'était Brad Bird, le 3. Non, c'est Ah, 4 non, Brad c'est- Bird, ouais. Et ouais, c'était une caution lourde, quoi. Mhm. Et là, tu vois ce trailer, tu sais que c'est JJ, tu vois que c'est John Williams qui revient à la musique et tout. Enfin, tout. Les planètes étaient Les planètes en étaient alignées. alignement parfait pour un moment incroyable. Est-ce que cette nouvelle trilogie a un peu changé ce que tu préférais en termes de, je sais pas, de thème, de lieu ou même de personnage, ou est-ce que parce que généralement on bloque sur les trucs
qu'on a vu dans notre enfance et notre adolescence, et j'imagine que les gens qui ont découvert Han Solo en 77 peuvent pas vraiment avoir un autre personnage préféré depuis. Mais je sais pas, est-ce que toi ça a changé un peu l'équilibre des... Ouais, parce que en fait, je me suis beaucoup attaché, et même plus que ce que je pensais, aux nouveaux protagonistes. Pas au point d'en oublier les anciens, Ouais. mais C'est à mettre au crédit de The Force Awakens, ça. ouais. Tu t'es très vite écrasé par le charisme et le potentiel de ces différents personnages. Ouais. Qui a pas toujours été transformé depuis. Et surtout, en fait, là, ce qui a pas mal changé, c'est mon attachement aux méchants. Parce que dans la prélogie et la trilogie, l'antagoniste principal, c'est Sidious et Dark Vador. Et quand j'étais petit, Dark Vador, je le trouvais badass, tu vois, genre c'était Dark Vador, quoi. Mais c'était un méchant. Et quand j'étais petit, c'était un méchant vraiment. Tu le vois faire des trucs. Enfin, l'Empire contre-attaque en plus, tu le vois faire des trucs de méchant, là. Il bute ses subordonnés, voilà. Et du coup, pour moi, c'était pas un héros, c'était un méchant, tu vois. Et après, dans la prélogie, tu sais en fait dès le début que Anakin c'est donc Vador. Donc en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à ressentir quelconque empathie pour lui, d'autant plus que le mec est insupportable. Oui. Et du coup, voilà. Mais là, avec Kylo Ren et la construction du perso et sa destruction dans Rise of Skywalker, et ben d'un coup, waouh. Je trouve que c'est pas le personnage qui a le plus souffert de la trilogie. Non, mais par contre, c'est un méchant, c'est un trop bon méchant, quoi. Et je le trouve vraiment, j'adore ce personnage. Et comment t'expliques que les gens, moi je suis persuadé, qu'il y a que deux camps autour de Kylo Ren. Tu l'aimes ou tu le détestes. Des gens qui le trouvent ridicule et des gens qui l'adorent en fait. Mais j'ai toujours du mal à comprendre depuis notamment l'épisode 8, parce qu'à la rigueur, à l'époque on n'avait que l'épisode 7, je peux comprendre, parce qu'il y avait ces espèces de scènes ces excès de rage qui sont puis même au traités début, un peu de manière comique. Il commence le film par tuer un mec quand même. Ouais. Mais je l'ai jamais trouvé ridicule en fait. En fait, je pense que c'est parce que il nous a parlé dans son... Parce qu'en fait, je pense... C'est-à-dire qu'ils touchent les gens mais qu'ils osent pas forcément s'en rendre compte. Ouais, et après je pense que... Alors, c'est un peu débile, mais on a eu une période un petit peu émo, tu vois. Et je pense que si t'es passé par une période un peu émo dans ta vie, bah clairement Kylo Ren, tu peux pas le trouver ridicule, parce qu'en fait, quelque part au fond de ton être, t'as quand même une petite souvenance de cette période où toi-même t'étais un peu émo, et te dire ouais, ok, il fait sa crise et tout, mais quelque part c'est un personnage un peu romantique, voire même presque luciférien pour toi, dans cette espèce de... à fond. C'est-à-dire qu'il est fascinant dans sa... Il est tourmenté, mais pas dans le sens cliché du terme. Enfin, un peu, mais c'est normal, c'est un archétype. Ouais, mais on est dans Star Wars, donc... Voilà, c'est pas très subtil, mais c'est un personnage super complexe, qui a des vraies peurs, qui a des vraies aspirations, qui a des idéologies, et qui... Est-ce que c'est pas Vador, mais un Vador auquel tu pourrais t'identifier en fait? En fait, je pense que c'est Vador si les Vador avaient été écrits dans les années 2010. En vrai, si Vador avait été écrit dans les années 2010, je pense ça aurait été ça, tu vois. Et donc c'est un bon vilain automatiquement. C'est un bon vilain, et Ben Solo est un bon personnage. Tu fais la distinction entre les deux personnages? Je pense que c'est deux facettes d'une même pièce. Mais c'est parce que... Non, mais je sais pas, d'un coup tu drops Ben Solo, donc je voulais savoir si tu... Ouais, non, mais parce qu'en fait, t'as des gens... Enfin, j'ai déjà vu des gens dire j'aime beaucoup Ben Solo, mais j'aime pas Kylo, ou l'inverse. Pour moi, c'est un masque. Mon papa, par exemple, il trouve qu'il est pas assez méchant par rapport à Dark Vador. Du coup, il le prend pas trop au sérieux parce qu'il fait pas assez des trucs de méchant. Je lui ai rappelé que, bon, même si c'est pas lui qui appuie sur le bouton, ils ont quand même génocidé. Ouais, et attends, le truc c'est qu'à l'écran, effectivement, je suis d'accord qu'il fait peut-être pas autant d'actions de méchant que Dark Vador en fait à l'écran, mais hors écran. Mais en même temps, je trouve que les actions de Vador, en 2020 maintenant, ça aurait aucun sens. Il y a un côté cartoon en fait. Tu sais, le mec qui tue ses subordonnés. Après, le Vador dans Rogue One, oui, il sèche quand même un maximum de type de sang-froid à la fin. Mais moi, justement, je trouve que cette scène ramène pas mal de crédit au mythe Vador. Oui. Notamment pour des gens qui découvrent la franchise. Alors, peut-être pas aux gens qui ont découvert les films originaux, mais je pense que les gens qui découvrent la franchise maintenant et qui se disent Vador il est un peu claqué comme vilain. Ouais, puis après tu vois la scène de Rogue One, tu fais en fait il est terrifiant. Il est fort quand même. Ouais, puis bon, après pour les gens comme nous qui ont poncé un peu l'univers étendu, les choses comme ça, c'est juste un retour en grâce en fait, où tu sais que en fait tu sais de quoi il est capable quoi, et que là c'est juste matérialisé de voir le mec un peu énervé quoi. Mais ouais, non, et du coup Kylo Ren, grosse réussite de cette post-logie, et comme dit, ça a pas mal changé ma façon de voir le... Et c'est Star ton Wars. personnage préféré de Star Wars aujourd'hui?
Non. C'est qui ton personnage préféré? Très dur. J'avais posé la question sur Twitter il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est retrouvée sur mon carnet. Je sais que les réponses j'avais été super étonné par les réponses parce que ça a été d'une variété incroyable. T'as des gens qui te balançaient des trucs très obscurs d'univers mais étendu. Est-ce que c'est pas à mettre au crédit de Star Wars ça? Ah si, carrément. Tous les univers peuvent pas se permettre, même les plus vastes, d'avoir autant de personnages intéressants et auxquels t'attaches tu vois, genre Dash Rendar. Qui Personne. Non, mais en fait, moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal à choisir parce qu'il y en a beaucoup que je mets à peu près au même niveau, tu vois. Mais après, je te donne pas forcément d'ordre, mais non, mais si tu veux me parler, mais je pense que Kylo, il est dans le top 3. Ok. Avec Luke et Obi-Wan. Ok. Et après, je sais que ça fait super fanboy de dire ça parce que j'ai l'impression en fait que c'est les persos les plus basiques du monde, mais d'un autre côté, try me quoi. Enfin, je veux dire, en même temps, ok, si tu veux faire ton original, tu vas me sortir un peu genre Dark Revan ou un truc un peu plus obscur, tu vois. Ok, mais pour moi, après, en vrai, je pense que entre Obi-Wan et Caleb Dune de Rebels. Kanan Jarrus pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Parce que Kanan, il est aussi ultra cool comme perso, il est super bien écrit, il a une super arc et tout. Et Rebels nous a offert, je trouve, parmi les meilleurs persos qu'on aime pas qu'on aime Filoni et l'animation voilà, ou le style de l'animation, je trouve que et la première saison qui, je peux le concevoir, est un petit peu difficile. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, si vous commencez Rebels, j'avoue que les premiers épisodes de la première saison, accrochez-vous. Mais je trouve qu'il y a des archétypes qui ont été développés dans Rebels que, par exemple, même la nouvelle trilogie n'a pas réussi à établir. Throne dans Rebels, il est trop bien. Il est trop bien, quoi. Après, là encore une fois, c'est un trop bon méchant. Et j'ai l'impression que Disney n'a pas eu que du bénéfique sur Star Wars, loin de là. Par contre, j'ai l'impression qu'il laisse plus de créativité dans le développement de ses persos et notamment dans les méchants, j'ai l'impression qu'ils se font plaisir. Parce que d'après ce que j'ai compris, alors j'ai pas fait le jeu, mais d'après ce que j'ai compris, Jedi Fallen Order, c'est pas mal écrit d'un point de vue des méchants. Le vilain est cool, ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça se recoupe pas mal. Tu vois, que les je méchants, pense qu'un bon antagoniste est de toute manière un bon moyen aussi d'asseoir une histoire. Et je me demande si d'ailleurs le Kylo Ren n'était pas un vilain peut-être un peu plus conventionnel, un peu plus comic booky, tu vois. Peut-être la trilogie aurait été moins discutée. Parce que je pense que c'est difficile pour les gens de concevoir que c'est lui l'antagoniste principal. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes problèmes avec The Rise Skywalker, c'est plus lui. C'est plus lui. C'est d'avoir réussi. C'était un vieux monsieur branché sur des tweets. C'est ça. Et je trouve ça hyper dommage. Et je me souviens qu'à l'époque où on travaillait sur Sci Fantasy, je disais déjà ça, qu'en fait, il n'y a pas besoin de vilain pour Star Wars 9. C'est que tout le travail du 8, mais aussi du 7, je pense, va dans le sens de cette émancipation de ce personnage-là et du fait qu'il est dangereux, en fait. Mais le 8, c'est quand même la culmination de ça avec l'abolition des barrières présumées. Et, de toute façon, moi, le 8, c'est le film qui m'a fait aimer Kylo Ren. Et même d'ailleurs qui m'a permis de tenir dans Star Wars 9, parce qu'il y a quand même encore des morceaux de bravoure, bravoure autour de ce personnage. Mais en fait, je pense que j'avais besoin de la connexion un peu humaine aussi. C'est pas un peu débile à dire, mais je sais que dans The Force Awakens, j'étais pas du tout convaincu par Adam Driver et Kylo Ren. Plus je revoyais, plus j'appréciais, mais c'est vraiment le 8 qui lui a fait tomber le masque littéralement, qui m'a permis de m'identifier à ce personnage-là. Et puis le 8 lui a donné plus de latitude de jeu aussi, parce qu'Adam Driver c'est quand même un sacré acteur. Ouais, c'est clair. Et dans le 7 il pouvait s'exprimer, mais je pense pas autant que dans le 8 où lui a vraiment, où je pense que Rian Johnson lui a dit écoute mec, tu fais ton truc, fais-toi plaise, genre je sais de quoi t'es capable, donc vas-y, fais-toi plaise. Et tu le vois, hein, parce que le mec il est hyper touchant. Il est super bon. Et franchement, ce serait cool c'est dommage que le 9 soit arrivé pour casser un peu ça, même si comme tu le dis il y a quelques moments stylés, hein, genre le combat contre les Knights of Ren avec la petite téléportation de sabre laser, on apprécie, mais et sa rédemption qui est pas si mal, même si on savait qu'il allait y avoir un arc de rédemption, toi et moi, et on avait déjà nos propres idées et théories là-dessus. Ça ne s'est pas passé comme on le voulait, dommage. De toute façon, est-ce que les choses se passent toujours comme on le veut? Mais bref, du coup, les méchants dans le nouveau Star Wars, je trouve que pour moi c'est une réussite au global.
Et avant ça, qu'est-ce qui te plaisait dans Star Wars, genre Ah bah, les gentils. Hein. les gentils? Non, Ouais. mais en fait, j'étais un gros Yankee dans le sens où dans la vieille trilogie, enfin dans la trilogie, moi, ce qui me plaisait, c'était les rebelles, les Ewoks. Et dans la prélogie, c'était les Jedi et la sénatrice Amidala de Naboo. Et voilà. Donc, j'étais très. Après, il y a par contre, à côté de ça, un truc que j'ai toujours trouvé super cool. Mais je pense que tu me rejoins là-dessus. C'est le design de l'Empire. C'est des méchants, ils ont quand même trop la classe. Ils ont des super uniformes Ouais. et ils ont des designs de vaisseaux qui sont trop cool. Mais je pense que la symétrie et le côté clean de l'Empire me rassuraient plus quand j'étais gamin que Mm. le côté chaotique Patchwork, et patchwork de de la l'Alliance rébellion. rebelle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais, en fait. ouais, maintenant tu vois le First Order quand il se fait dans le set, quand Hux fait le discours sur le Starkiller, t'es un peu genre ah ouais, Ah, c'est vrai, c'est Ah, c'est ce genre de ce personnage. genre de truc. Et mais ça n'empêche par contre que t'as quand même des designs super stylés dans le First Order. Hein. Je Genre pense à qui? bah la navette Ou de à quoi? Kylo, Ouais. de Kylo dans le set, elle est trop bien. Mhm. Son taille dans le 9 là, il est sympa. Mm. Et puis ouais, le Dreadnought cuirassé dans le 8, j'aime Mhm. beaucoup. Il y a d'autres vaisseaux comme ça dans lesquels tu as investi ton imaginaire Ah ouais. au fur et à mesure de ton amour pour Star Wars. Ben, comme je le disais au début, il y a le Snowspeeder qui est le tout premier vaisseau C'est vrai que que tu j'ai avais commencé vu par ça. et qui est encore aujourd'hui, je trouve, un design ultra cool parce que il ressemble à rien. Enfin, pas au sens péjoratif, mais je veux dire, trouve-moi un vaisseau qui ressemble au Snowspeeder de Star Wars. C'est Mhm. super chaud parce que c'est pas vraiment X-Wing, c'est pas vraiment un aéroglisseur, En tu fait, vois. on dirait le mélange entre un bombardier furtif de notre monde, parce qu'il a ce Oui, côté un peu Un écrasé, peu écrasé et mais en plat. même temps, il a une cabine de camion, quoi. Ouais, et C'est puis à assez l'arrière, chelou. il a un harpon, je trouve ça Ouais. trop cool, tu vois. Genre, il a des blasters à l'avant et un harpon à l'arrière. Et du coup, t'es vraiment genre les utilités À quoi ça sert? pratiques. Ouais. Et bah, il sert dans le film, du coup, Mhm. tu vois. Mais après, si tu vas un peu plus loin, tu te dis attends, mais Pourquoi? pourquoi qu'est-ce que le harpon, tu vois. C'est un peu un design typiquement Star Wars. Ah ouais, c'est ça, comme les dans motos. aucun autre univers. C'est comme les motojets avec des chenilles dans The Rise of Skywalker. Ouais. Ça n'a pas de sens, sauf si c'est dans Star Wars. C'est ça. Après, j'aime beaucoup, et ça tu me rejoins totalement là-dessus, je le sais, le design du Naboo Fighter. Parce Ouais. que il est magnifique. Il est très 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 chouette. Le côté tout aérodynamique comme ça, j'adore. Le fait qu'il soit en jaune et que ça dénote complètement avec le reste, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup le Jedi Starfighter de Obi-Wan. Dans Le l'épisode rouge. 2, ouais. Celui L'espèce où- de triangle. Ouais, le triangle, mais qui se plug sur cette espèce d'anneau pour aller dans Un l'hyperespace. hyperdrive, ouais. Je trouve ça trop classe comme Mhm. concept en fait. Parce que j'aime le fait que le vaisseau soit un Les petit autoroutes, vaisseau d'appoint ouais. et qu'il ait besoin d'une plateforme, tu vois, pour aller en Non, vitesse c'est lumière. hyper bien trouvé. Franchement, c'est trop C'est intelligent. très bien utilisé dans l'ancien univers étendu, tout ça. L'hyperdrive et tout ça, je trouve ça assez fascinant. Et puis après, bon, réponse de Yankee, mais le slave de Django Fett, voilà. Ah, ça va, je pensais que t'allais sortir le Faucon Millennium. Bah, j'aime le Faucon comme tous les fans de Star Wars, mais je veux Mm. dire, c'est pas mon vaisseau préféré. Ouais. Même s'il a une forme intéressante, le fait qu'il soit plein de petites tricks et de petits. Voilà, je trouve ça fun. Mais ouais, je sais pas, C'est le une sorte design. de labyrinthe volant, en fait. Ouais, c'est Tu ça, mais redécouvres le toujours design est des un petits- peu. Alors, je sais pas, moi j'ai l'impression que je le trouve conventionnel. Mhm. Tu vois, j'ai l'impression qu'il ressemble à d'autres vaisseaux d'autres univers de Space Fantasy. C'est sûr que le Slave One et son espèce de Truc, de cockpit et puis la qui cabine bouge. à l'horizontale comme Ouais. ça, tu vois, c'est vraiment un truc. Ça, c'est pareil, c'est typiquement Star Wars, quoi. Mhm. C'est un fer à repasser que t'as mis à la verticale avec un manche long et des ailettes. Et puis il a des charges soniques. Ouais. Et ça fait ultime, plaisir. franchement. Cet effet sonore, il a pas mal marqué les gens, hein, Ouais. les charges soniques de. Non, mais le sound design de l'attaque Star des Wars en clones. général, mais c'est vrai que Ouais. cet effet-là. Il y a d'autres sons comme ça qui t'ont marqué et qui ont. Oui. 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 Les- Le fusil blaster impérial E11. Ah oui, donc le blaster, Le blaster classique des de l'Empire. Stormtroopers. Ouais. Le bruit des lasers des motojets dans le Retour du Jedi. Ah C'est ouais. le tout Très, ultra. Très très oppressant, je trouve. Bon, le bruit du sabre laser qui s'allume, hein, Mhm. voilà. Les bips de R2D2. Le bruit du pod de Sebulba. Ouais. En fait, c'est la Celui-là. réponse que j'attendais. Celui-là, le tout. Ouais. Oh, celui-là, quand, à chaque fois que je revois le film, j'ai un Elle est orgasme exceptionnelle, auditif, quoi. cette scène. C'est Ouais, vraiment très très forte.
Et si, le bruit de la monture lézard de Obi-Wan dans le 3, Ah, je trouve ça excellent. tu partages cet amour avec Phobos, qui Ouais, aime beaucoup elle aussi, elle aime bien. Ouais. Ah, mais moi, je le trouve génial. Et- Déjà, je trouve que la bête, elle est trop cool, parce que ça me rappelle vachement Age of Empire. En fait, je sais pas pourquoi ça me rappelle un jeu vidéo. Enfin, ça me rappelle Age of Empire où t'avais des unités montées sur des éléphants, des trucs comme ça. Et je le transpose avec Obi-Wan qui monte un lézard. Mhm. Je comprends pas pourquoi, mais je sais pas, ça me rappelle ça. Peut-être parce que tu jouais beaucoup à Star Wars Galactic Battlegrounds. Tout à C'était fait. la transposition Star Wars de Age of Et c'est vrai Empires qu'il y 2. avait cette monture dans Battlegrounds. Bah, sans doute, ou peut-être dans Clone Campaign. Non, mais- c'est les Gungans qui Ah, chevauchaient soit les Kadus, soit ce truc-là. Leurs éclaireurs, ils étaient sur ces Mais bêtes- comment ces c'était bêtes-là. possible parce que c'était même pas sorti. Ben, Peut-être après, dans le télescope, c'était des des amas de trucs. pixels, donc en Ouais. vrai, ça pouvait être plus ou moins n'importe quoi, tu vois. Mais ça y Effectivement. ressemblait vachement. Ok. Ouais, non, c'était des sons. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Battlegrounds, qui est un truc qu'on a pas mal saigné quand on était petit, et Putain. il faut vraiment qu'on fasse un C'est épisode clair. là-dessus avec mon frangin aussi, qui est un grand fan, et qui était venu pour le podcast Lego. Est-ce que ton amour pour Star Wars il s'est exprimé ailleurs que par les films pendant. Enfin, je pense que ça c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu as bugué pendant longtemps? Moi, Ah ouais. j'ai rarement bugué sur un truc, à part, je pense, Star Wars Battlefront 2, le Ouais. jeu sur PS2 à l'époque, sur lequel j'ai vraiment bugué pendant Hmm. très longtemps. Et ça a toujours été les films d'abord et le reste ensuite. Mais est-ce que toi, ça a toujours été comme ça ou... Ouais, moi aussi. Moi, en plus, j'ai pas du tout été dans la hype KOTOR et tout à l'époque quand c'est sorti parce Knights que. of the Old Republic. Ouais, Knights of the Old Republic, le jeu de BioWare, parce que je me souviens très bien de quand c'est sorti et que dans les cours de récré, les gens qui... Et toi, t'étais déjà sur WoW à cette époque-là ou... Je pense que je devais déjà être sur WoW. Ouais. Ou alors, non, je pense qu'à l'époque, j'étais dans ma frénésie Final Fantasy Mhm. et que du coup, je consommais du JRPG à mort et que du coup, quand tu me balances un RPG, alors Mais- certes, dans l'univers de C'est quoi le Star Wars que t'as mangé qui est pas un film? Genre vraiment le truc que t'as saigné mais qui est pas un film. Jedi Outcast, Ouais. franchement, et Galactic Battlegrounds, comme tu le disais, mais sinon, Jedi Outcast, très clairement. Je pense que je suis encore capable aujourd'hui de te balancer des lignes de dialogue de cinématique par cœur, tu vois. Alors qu'en soi, c'est pas un jeu excellent. Ça Non. devenait un jeu ultra simple quand tu utilisais les cheat codes. Mais je sais pas, je trouvais ça trop marrant d'avoir un shooter dans l'univers de Star Wars qui était pas mal. Ensuite, il y a eu Republic Commando qui était sympa aussi. Mhm. Et après, par contre, les jeux Star Wars, ben, ça très vite. Je sais pas, peut-être qu'un jour t'es tombé sur un bouquin ou des comics qui t'ont fasciné ou... Tu vois, même des fois il y a des produits dérivés. Oui, j'ai oui, acheté les des trucs Star Lego, Wars, on en parlera. Enfin, on pourrait en parler des heures et Mhm. des heures. Hein. Mais sinon, on a déjà fait. sinon, franchement, Non, bah c'est pas grave. je crois pas, parce que je lisais peu de bouquins Star Wars. Je lisais peu des comics Star Wars. Je les ai rattrapés bien plus tard. Tout Mhm. l'ancien univers étendu en comics, je l'ai relu chez les Dark Horse et tout. Je l'ai relu plus tard. Et ouais, les jeux vidéo, pareil. Non, je sais pas. À l'époque. Je trouvais mon bonheur ailleurs dans Ouais. les produits dérivés que dans Star Wars, tu vois. Star Ok. Wars, c'était les films, c'était la nostalgie, c'était les Lego, Mhm. et ça s'arrêtait à peu près là. Ok. Qu'est-ce que tu penses qui manque à Star Wars aujourd'hui en tant que franchise ou en tant qu'univers hein, enfin... S'il manque un truc, à mon sens, vraiment essentiel, c'est de donner la liberté aux créateurs. Mhm. En fait, parce que maintenant que c'est Disney qui possède la licence, on le voit que Disney verrouille beaucoup de choses, que Disney bride beaucoup de choses aussi. On se rappellera de Lord et Miller sur Solo, hein, qui Mhm. fait très très mal quand même, en y Ouais. repensant aujourd'hui. Mais voilà, ça, c'est quelque Je chose... pense que toi et moi, qui avons une vraie passion pour Lord et Miller, ce qui est Ah, j'ai découvert n'est pas du tout le cas du reste d'internet. Enfin, en C'est- tout cas, c'est vrai visiblement. Ouais, pourtant, moi j'ai vu vraiment que plein de gens trouvent que les deux Jump Street, c'est... il y a beaucoup de gens incroyable, qui aiment les deux Jump Street. Il y a beaucoup Ou de gens The qui Lego trouvent que Movie. ces mecs sont super talentueux, mais je pense que c'est vraiment un truc générationnel. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont détesté le fait que Jump Street soit transformé en une parodie, là où c'était sérieux à la télé, etc. Ouais, Donc, d'accord. ces gars-là ont été associés à un peu des Les clowns. fouteurs de merde, Ouais, quoi, ouais. des clowns. Et effectivement, bah, leur départ de Solo n'a rien arrangé. C'est-à-dire que ça a un peu conforté les gens dans cette Mm. idée-là. Ouais. On peut tous s'entendre. C'est aussi l'objectif de ce spin-off, c'est de parfois discuter avec des gens qui sont pas forcément toujours d'accord avec nous, mais ouais, moi je regretterais toujours effectivement Lord et Miller et même pour d'autres gens, parce que quand on voit par exemple tout ce qui circule aujourd'hui autour de Colin Trevorrow, Ouais. il est fort possible qu'on... Ah, et les concept art de Duel of Fates, là, Ouais. waouh, il y a des trucs. Duel of Fates qui était of the Fates, je crois, Duel of the Fates, oui, pardon. qui était du coup le titre du Star Wars Avorté 9 de- de Colin Très Trevorrow, bon, ouais. auquel on consacrera peut-être un épisode de Trader complet, parce qu'il y a énormément de choses qui ont leaké et ça pourrait être vraiment intéressant d'être dans
dans le what if en fait. Mais trêve de parenthèse. Mais bref, ouais, en tout cas, effectivement, il faudrait, à mon sens, que Disney lâche un peu la bride des créateurs, parce que on le voit dans d'autres franchises, les départs pour différents créatifs se multiplient, et c'est inquiétant, parce que ça veut dire concrètement qu'en gros, le studio qui a le monopole finit par dire bon, ton taf me plaît pas, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein. Et sur Star Wars... Alors, c'est même plus pernicieux que ça, parce que souvent, c'est les réalisateurs eux-mêmes qui sortent parce que... Oui, parce qu'ils n'arrivent pas pour combattre ou pour défendre, on va dire, plutôt leur intégrité, et qui savent qu'ils ne pourront pas défendre leur vision, donc ils sont poussés à la sortie plus qu'ils ne sont virés. Ouais. Quoi. Et ce qui est encore plus chelou. Et ça, sur Star Wars, si Disney veut conserver sa poule aux œufs d'or, je pense qu'ils doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, tu vois. Parce que on en parlait tout à l'heure en off sur le MCU, qui a tourné une page de son histoire, avec, semble-t-il, un format sériel sur Disney+, qui lui laisse un petit peu plus de latence. En fait, on espère en tout cas, voilà. The Mandalorian, bien que étant un truc assez calibré quand même, il y a quand même quelques idées très originales. Filoni, il a aussi pu faire des trucs assez sympas dans ses séries. Après, Filoni est membre de Lucasfilm depuis tellement longtemps que je le considère même pas comme un créatif à temps plein, quoi. C'est fait partie des meubles. Je l'aime beaucoup, hein, je dis pas ça méchamment, mais je pense que si quelqu'un peut faire changer d'avis Disney, c'est ce genre de mec, quoi. Mais ouais, il faut que vraiment, il faut que les créatifs et les créateurs puissent s'exprimer, et que s'ils ont envie demain de dire moi je fais un Star Wars mais c'est un slasher, voilà, je fais un slasher Star Wars, ben, il faut que Disney leur dise ok, ça marche, on fait ça, en y mettant le budget bien sûr, parce que je pense que Star Wars, avec les 9 films de la saga Skywalker, on a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de genres différents, on a vu beaucoup d'écritures différentes, beaucoup de personnages différents. Je vais pas dire qu'on a fait le tour des choses parce que c'est pas vrai, mais on a quand même... Tu aurais besoin d'une forme de spécialisation, parce que tu donnes l'exemple du slasher qui est quand même un genre hyper codifié. Ouais. Alors, je veux pas voir un slasher Star Wars, okay. ça serait nul à chier, je pense. mais par contre... Mauvais exemple. Mais je pense que par contre, t'as des trucs qui pourraient être... On en a déjà parlé pour la blague, tu vois, mais tu nous fais un film à la Ford versus Ferrari, mais sur les courses de pod, bah vas-y, moi je prends. Hein. Tu nous fais un film qui se passe que dans les bas-fonds de Coruscant, sur les gangs qui conquièrent des territoires avec des bâtons de la mort, bah, je prends aussi, tu vois. Okay. Faites-nous ça. Et c'est quoi ta condition? C'est la créativité pure? Si t'étais à la place de Bob Iger ou de Kathleen Kennedy, qu'est-ce que tu chercherais en fait? En fait, je chercherais pas. Ouais, mais je suis biaisé parce que moi, je chercherais pas à faire du profit avant tout, ce qui n'est pas leur cas. Non, mais non, bien sûr. Je ferais un board d'actionnaires à satisfaire. Et non, je dirais, faites-vous plaisir, rattachez quand même le film à ce que connaissent les gens, parce que en fait, c'est triste à dire. C'est là où c'est délicat en fait. C'est délicat, mais c'est triste à dire parce que en fait, j'ai l'impression que quand tu ne rattaches plus au canon, les gens, ça y est, ils sont perdus, tu vois. Enfin, les gens, je dis ça au général. Hein, attention, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes en tout cas sont perdues. Donc je pense que tu devrais quand même un minimum dire aux gars, si vous, une fois à un moment donné, vous me claquez une référence à un truc que les gens ils connaissent et auquel ils arrivent à, c'est bon, je mets le doigt dessus, ok, vas-y, faites ça. Sans aller dans l'over-référence toutes les 5 minutes en mode t'as vu, je connais. Voilà, le clin d'œil, mais pas trop appuyé. Mais sinon je dirais, vous avez carte blanche les mecs. Après, bon, si tu vois que le gars il te pond un truc beaucoup trop claqué au sol, tu mets un petit frein quand même, quoi. Tu dis, ouais, enfin, quand même, calme-toi. C'est un truc PG-13, tu me fais un boulard dans Star Wars, tu vois. Genre Twi'lek en Chaleur 2, un truc comme ça. Non, tu fais pas ça. Tu peux faire peut-être ça si tu veux, peut-être, on sait pas. Il y a bien des parodies porno de Star Wars, donc tout est possible. Mais je sais pas si Disney se proposera un jour de racheter l'industrie. Non, Disney est trop family-friendly pour ça. C'est une vraie question qui se pose par rapport notamment au rachat de 20th Century Fox, qui du coup maintenant s'appelle 20th Century Studios, mais où il y a un certain nombre de projets qui étaient en développement et qui laissent entendre que même sous l'ombre d'une marque autre, donc celle d'un ancien studio, ils arriveraient à avoir de l'ingérence sur ce qui est produit et ce qui n'est pas produit. Donc, c'est assez terrifiant. C'est totalement terrifiant. En plus, ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est que j'ai pas l'impression que ça... Ça aille à Saint-Argent.
Ou Que quoi non, Que ça ait changé. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai plutôt l'impression qu'on va faire de plus en plus de monopoles et que visiblement ça a pas l'air d'inquiéter beaucoup de gens. Mais ça, c'est voilà. C'est après, si t'as pas les yeux dedans en même temps, tu peux pas forcément voir. Mais Et puis ça demande aussi de s'intéresser à l'industrie, etc. voilà, à ce qu'il y a derrière la caméra et pas juste mais ouais, devant l'écran. donc si j'avais un souhait pour Star Wars et pour ce qui manque, c'est diversifier. Et diversifier aussi, assumez vos choix. Genre, ne faites pas de queerbaiting avec Poe et Finn. Faites une relation homosexuelle. Ne faites pas un bisou que vous coupez au montage dans les pays asiatiques. Où vous choisissez et un de vos réalisateurs vous dit je veux une relation homosexuelle, bah vous la faites, tu vois. Un de tes réals te dit alors moi je veux un film où il y a que des minorités dans mon Star Wars parce que j'estime que ça se passe sur un système, je sais pas, où les méchants c'est les blancs du First Order et voilà. Tu veux dire Rogue One par exemple? Par exemple. Voilà, faites-le. Mais Bob Iger l'a dit, c'était pas politique. Oui, bah non, mais rien n'est politique. Effectivement. We live in a society. Ouais. Non, mais en fait, après, lui, il est président de Disney, donc faut qu'il arrondisse les gens que c'est son travail, mais qu'ils assument. Restait politique. Ouais, non, mais qu'ils assument leur choix, en fait. Okay. C'est juste ça. C'est s'ils prennent une décision, qu'ils fassent pas du rétro-pédalage à la dernière minute, tu vois. Vraiment, assumez vos choix. Et si c'est des choix risqués, bah assumez-les d'autant plus. Et parce que t'apprends beaucoup plus par l'échec que par la réussite. Tu veux dire que l'échec est le plus grand des maîtres? Bah ouais. Comme nous l'a appris le meilleur film de cette nouvelle trilogie. Mais oui, parce qu'au final, regarde, si tu... Enfin, c'est un peu ce qui se passe avec Disney. S'ils continuent à faire des cartons sur cartons sur cartons sur cartons au box-office, ils vont jamais se remettre en question. Alors que le jour où ils se prennent une énorme sèche, peut-être que là, ils vont se dire « Ah ouais ». Non, mais du coup, mets-toi... Du coup, si on suit ton scénario et si que c'est quelqu'un le projet fait un truc très audacieux qui se prend expérimental, une sèche, bah ouais. certes, ça complique les choses. Mais d'un autre côté... Après, étrangement, même si je pense pas que Star Wars soit en danger, il y a quand même eu des réactions très contradictoires, parce que d'un autre côté, les gens ont fait tout un pataquès autour de The Last Jedi en disant que c'était un très mauvais film, un très mauvais Star Wars, et tout une ce que partie tu veux. des gens. Oui, voilà. Non, mais c'est une partie des gens qui est devenue une espèce de majorité, là, pas silencieuse, mais vraiment bruyante, c'est-à-dire que tout le monde se raccroche à ça, et limite les gens ont peur de dire qu'ils ont aimé le film. Enfin, ah non, je pense que c'est vrai. Hein. Je pense qu'il y a des gens je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai eu vraiment l'impression qu'il y a eu une période comme ça. Et à l'inverse, l'échec ou même le désintérêt des gens pour Solo et dans une moindre mesure pour Rise of Skywalker montre que les gens veulent pas toujours de la nostalgie pure, sont pas forcément intéressés dans l'idée de revisiter chaque personnage dans son film dédié, etc. Ce qui va un peu à l'inverse de tout le business Disney actuel, c'est-à-dire que Marvel Cinematic Universe c'est que un truc construit dans des spin-offs de spin-offs de spin-offs, enfin dans des boîtes des poupées russes, box quoi. In a box, c'est ça. C'est a donut hole inside a donut hole, mais pour ceux qui ont la ref, et les remakes en live action c'est encore plus le cas parce que c'est vraiment plan par plan. Donc mais du coup peut-être que Star Wars a encore ce côté un petit peu rebelle même au sein du catalogue de Disney, au sens où il n'y a pas de recette miracle, quoi. Je pense que tu poses une vraie question sur les J'aime bien poser les vraies questions. Je vois ça. Sur les habitudes en fait de consommation du médium filmique et cinématographique chez les gens et sur son potentiel changement imminent. C'est-à-dire que là, on a vu que la décennie 2010, c'était vraiment les univers partagés, et les revamps de franchises, c'était la poule aux œufs d'or. Mais comme tu le dis, avec les réactions un peu plus mitigées des derniers opus Star Wars, et aussi très sincèrement quand on voit là la promotion de Black Widow ou du dernier Spider-Man qui, maintenant que le gros événement Avengers est terminé, ont aussi pareil été complètement froides ou tièdes, allez. Et est-ce qu'on n'arriverait pas du coup là la décennie 2020 à remettre en question un truc un peu plus calme, ça serait bien. Franchement, je pense que ça nous ferait respirer un peu, tu vois, mais surtout ça permettrait au studio de se poser des questions en se disant bon merde, jusqu'à maintenant pendant 10 ans on a appliqué la même formule, ça a fonctionné. Ah merde, là j'ai l'impression que 11 ans, c'est l'année de trop pour tu vois, ou 11 ans ou plus. La formule elle marche plus. Faut qu'on change, et là ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on tente des trucs. Parce que en fait, si tu tentes rien, tu n'as rien, n'est-ce pas? Et donc du coup,
en tentant des trucs, peut-être que tu n'as rien, mais peut-être que tu as aussi quelque chose. 40 ans de Star Wars supplémentaires, quoi. Peut-être. Ok. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Je te remercie pour cette belle discussion. Merci à toi. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver avant qu'on termine ce petit podcast. Alors, enfin, si tu veux que les gens te retrouvent. Après, si... sinon, tu peux dire que tu viens du système Gold et quelqu'un te retrouvera quelque part y a pas grand-chose. via ton arbre généalogique. Système Anoat, il n'y a pas grand-chose. Non, les gens peuvent me retrouver s'ils le souhaitent sur Twitter, l'outil social. Est-ce que toi aussi, tu as plaidé allégeance à l'oiseau bleu, à la secte de l'oiseau bleu, tel B2O. Ouais, on peut me retrouver sur Twitter à @raf_BHR. Et puis voilà, je parle, comme je le disais au tout début de ce podcast, principalement de trucs de nerd, de musique extrême type métal et de politique de gauche. Donc... si ça t'as le mérite du coup toi d'être ce Star Wars assumé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de Star Wars de droite. le catalogue est directement décrit avec la plus grande des sincérités. Ça fait plaisir. Bon, et ben écoute, les gens te retrouveront là-bas et partout sur le net parce que tu perces de toute manière très régulièrement. En ce moment. Donc même s'ils te suivent pas, ils finiront par tomber sur toi. Croiser un de mes tweets sur la SNCF dans leur timeline. Sans doute. Écoute, merci encore Raph et des gros bisous, que la force soit avec toi pour cette année 2020. Merci beaucoup d'avoir inauguré ce nouveau format avec moi. Merci beaucoup, gros bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier Raconte-moi Star Wars featuring Raphaël Baer pour ce premier épisode. Merci encore à lui de nous avoir permis de tester ce nouveau type d'Outrider. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, soit par mail à outridercontact@gmail.com ou même sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Facebook, Twitter. Sur Twitter, nous sommes @SW comme Star Wars, t'as compris, Outrider, et on discutera de tout ça ensemble. Si par le moindre des hasards vous nous découvrez, nous Outrider podcast Star Wars, avec ce numéro, je vous recommande de nous suivre. On est disponible sur toutes les plateformes audio imaginables, même certaines où on n'a pas demandé à être, on y est. Donc voilà, nous sommes inévitables, tel un vilain à la peau violette. Et vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et des commentaires cool sur Facebook. Mais ce qui est encore mieux, c'est sur iTunes, parce que ça aide beaucoup le référencement. Donc voilà, si vous aimez la guerre des étoiles, mettez-en 5 sur iTunes. Des bisous et que la force soit avec vous.